bonjour. C'est le premier sommet de la saison cycliste, l'avant-dernière étape de Paris-Nice, Saint-Raphaël, sommet du Col d'Èze, premier sommet de la saison et vous allez le vivre en direct cet après-midi sur France 2. Une étape qui promet énormément car c'est tout simplement la victoire dans cette édition 2001 de Paris-Nice qui se joue aujourd'hui entre Alexandre Vinokourov et Laurent Jalabert. Tout de suite, je vous propose de découvrir la carte. Voici donc la carte de cette étape, départ Saint-Raphaël, arrivé au sommet du Col d'Èze, il y a très exactement 275 km. Et Bernard Thévenet, bonjour. On peut le dire, Bernard, en voyant ce profil, il n'y a pas que le Col d'Èze. Quelle étape? Bonjour Jean-René, bonjour à tous. C'est une étape extrêmement importante pour la victoire de Paris-Nice, puisqu'on sait que demain, il y a 99 chances sur 100 pour que les sprinters bloquent la course. Donc celui qui aura le maillot de leader ce soir a de fortes chances de l'emporter. Et le terrain est favorable justement pour essayer de changer ce classement général. Alors, qui aura le maillot jaune, le nouveau maillot jaune de leader de Paris-Nice ce soir? Regardez le classement général, les positions sont très serrées. Alexandre Vinokourov, donc, avec 5 secondes d'avance sur Laurent Jalabert. La bataille promet d'être splendide. Tout de suite, Jean-Maurice Sogg, les images, la course, le direct. Et nous retrouvons les hommes de tête. Je vous précise tout de suite qu'il y a 7 coureurs qui étaient en tête. Miojlevic, Broylands et Botcharov, qui ont été rejoints par Etxebarria et Charrière et qui ont été rejoints par un groupe où figurent Chavanel, Virenque, Dufaux, Matane, Mongin, Vermote et Simon. Le peloton avec Laurent Jalabert et Alexandre Vinokourov se trouve à un peu plus de 3 minutes, un peu moins maintenant, 2 minutes 50 des hommes de tête. Alors on peut dire, Bernard, que pour l'instant, la situation pour Vinokourov et Jalabert est presque idéale. Un groupe devant, quelques minutes d'avance et eux derrière continuent de se regarder et de s'observer. Oui, pour le moment, on va dire un tout petit peu plus intéressante pour Vinokourov que pour Jalabert, puisque les hommes de tête, s'ils arrivent à maintenir leur avance, iront rafler les bonifications, ce qui serait extrêmement important pour Laurent Jalabert, des bonifications à l'arrivée, 10 et 5 secondes. Et ce serait bon pour Laurent Jalabert, on peut présumer qu'il pourrait être sur cette arrivée un peu plus rapide que Vinokourov. Mais il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer d'ici là. Il y a beaucoup d'équipes dans ce Paris-Nice qui n'ont pas encore tiré leur épingle du jeu, qui vont faire le maximum pour remporter cette étape, puisque c'est une des dernières étapes qui est ouverte à tout le monde, surtout enfin, à tous les attaquants. On vient de le dire, l'étape de demain, en principe, devrait être bloquée par les équipes de sprinters. Il y en a au moins 3 ou 4 sur ce Paris-Nice. Et il sera extrêmement difficile de pouvoir sortir, s'échapper. Alors qu'aujourd'hui, il y avait des ouvertures. Voici le groupe de tête. Miojlevic, Broylands, Botcharov, Etxebarria avec le dossard 183. Il s'agit de Charrière, de l'équipe Fonac. Et puis derrière à 40 secondes, Chavanel, Virenque, Dufaux, Matane, Mongin, Vermote et Simon. Thierry Adam, bonjour. Bonjour. Alors Thierry, vous êtes sur la moto de direct de France 2. On peut dire, Thierry, que depuis le départ de Saint-Raphaël ce matin, on ne chôme pas, loin de là. Ah ben la preuve, c'est que nous sommes dans la descente de la Turbie, à 24 km de l'arrivée pour le peloton. Et nous sommes au chrono de notre moto à 90 km/h. C'est une descente de folie qu'imposent les hommes du team Télécom de Alexandre Vinokourov, le leader. Il est vrai que depuis ce matin, eh bien, sur des routes très difficiles, nous n'avons pas cessé de monter 2 cols de première catégorie, des routes peu larges, des routes qui n'ont pas un bon bitume, des routes très difficiles et avec des organismes marqués, eh bien on peut dire que c'est difficile. Évidemment, Alexandre Vinokourov et Laurent Jalabert ne sont pas quittés une seconde, sauf peut-être tout à l'heure dans la montée de la côte de Pègue où Laurent Jalabert a semblé légèrement en difficulté. En tout cas, pour la première fois, on l'a vu au milieu d'un peloton où il ne reste plus qu'une quarantaine d'hommes. Mais au bénéfice de cette descente, Laurent Jalabert s'est rapproché de la tête de peloton qu'Alexandre Vinokourov, avec son maillot jaune et blanc, n'a jamais quitté pour l'instant. Entre les deux hommes, il y a 3 coureurs et pour l'instant, eh bien, on peut dire que le bras de fer continue entre Alexandre Vinokourov et Laurent Jalabert. Merci Thierry. Et nous allons tout de suite entendre les deux protagonistes, les deux hommes autour desquels tout
va se jouer tout à l'heure dans l'ascension du Col d'Èze. Écoutons tout d'abord Alexandre Vinokourov. Il parle de son rival numéro 1, Laurent Jalabert. Essayer de garder les maillots et faire le maximum de possible et rester dans sa roue. Il vous a fait très grosse impression depuis le début de la semaine et notamment dans le Faron. Oui, Laurent, oui, il est maintenant surtout en grande forme. Là, j'ai déjà perdu contre lui à Tour de Trottoir, mais hier j'ai pris la revanche. Mais maintenant, on va savoir demain soir ce qui va gagner Paris-Nice. Voilà, Alexandre Vinokourov qui porte donc le nouveau maillot distinctif du leader de Paris-Nice. Il est maintenant jaune, vous l'avez vu. Alors Alexandre Vinokourov, on s'en souvient, s'est révélé au grand public français en gagnant bien sûr les 4 jours de Dunkerque. C'était en 1998. En 1999, il a remporté le Dauphiné. En l'an 2000, il était deuxième de l'épreuve en ligne des Jeux Olympiques à Sydney en Australie, deuxième derrière Jan Ullrich. Et puis l'année dernière, il a remporté le Tour d'Allemagne. Alexandre Vinokourov, qui est aussi bien sûr, durant toute la saison, quand Jan Ullrich est là, qui est bien sûr l'un de ses principaux lieutenants. Pour compléter, il faut préciser qu'Alexandre Vinokourov, qui dans un premier temps habitait Saint-Étienne et courait pour le club de Saint-Étienne, eh bien s'est installé il y a peu sur la Côte d'Azur, pas très loin du pied de l'ascension du Col d'Èze. Et cette ascension du Col d'Èze, il la connaît absolument par cœur. Alors Alexandre Vinokourov, l'homme à battre, leader du classement général. Face à lui, il y a bien sûr Laurent Jalabert qui a réalisé une semaine de Paris-Nice tout à fait épatante, avec notamment bien sûr sa victoire d'étape à Saint-Étienne. Jalabert parle de Vinokourov, écoutons. Oui, disons que c'est l'homme à battre, pour moi et puis pour les autres. Il a l'avantage sur tout le monde, donc en ce qui me concerne, il n'est qu'à quelques secondes, mais c'est quelques secondes qui sont difficiles à reprendre. Ce sont des secondes aussi qu'il m'a pris dans la montée du Mont Faron, donc par définition c'est un bon grimpeur. Et il est bien pour être devant dans le Col d'Èze aujourd'hui aussi, donc c'est une tâche difficile qui s'annonce. Voilà, en quelques dizaines de secondes, Laurent Jalabert a tout dit. C'est bien là le problème. Oui. C'est comment arriver à battre Vinokourov, même si l'équipe de Vinokourov ne paraît pas très très forte. J'ai parlé ce matin avec Franz Van Looy, leur directeur sportif, qui était un peu nerveux. Il était très soucieux. Il vient en plus de perdre un homme, là, il y a quelques kilomètres, Danilo Hondo, dont on nous a annoncé l'abandon. Mais bon, pour l'instant, ils ont trouvé ces hommes de Télécom des alliés précieux avec l'équipe Mapei qui veut peut-être... Coureur de Scatel, vous avez vu, qui a touché un trottoir sans conséquence. L'équipe Mapei qui veut peut-être essayer de défendre les chances de Tchoni dans la montée. Vous savez que aussi cette montée du Col d'Èze est prestigieuse, c'est l'une des arrivées prestigieuses de la saison et tout le monde a envie de briller dans cette montée. Tout le monde a envie de s'offrir cette victoire et chaque équipe essaye de placer le meilleur de ses hommes pour obtenir un succès ici. Regardez le peloton, très étiré, beaucoup de rythme là. C'est une descente qui est très rapide, qui a avantagé Laurent Jalabert. Thierry nous a dit tout à l'heure que Laurent Jalabert était un petit peu en retrait dans la montée, mais on sait que c'est un excellent descendeur, certainement l'un des tout meilleurs descendeurs du peloton. Ça lui a permis, sans faire d'effort, de revenir vers l'avant, vers Vinokourov. Voilà. C'est un petit reste groupe qui était intercalé, c'est ça, reste de l'échappée, c'est ça, effectivement, qui a été repris par l'avant-garde du peloton. On voit le maillot jaune de Vinokourov. Il est 7e position, très bien placé. Laurent Jalabert est juste derrière. Ah, on peut dire, Bernard, vous qui avez gagné 2 fois le Tour de France, vous connaissez cette situation, notamment en 77, face à Nico Hipper. On se souvient, il y avait quelques dizaines de secondes entre vous et Hipper. Il ne faut jamais lâcher son rival. Non, il faut essayer de rester dans sa roue, il faut essayer de l'énerver, il faut essayer d'user d'armes psychologiques et il ne faut pas aller le tasser, il ne faut pas faire de gestes défendus, mais rester à côté de son adversaire lorsque le terrain est difficile, par exemple monter à côté de lui en ayant l'air d'être bien, il faut faire un peu le fanfaron. C'est pas toujours facile, hein. Mais il faut essayer d'impressionner son adversaire, surtout si on sait comme aujourd'hui que Vinokourov est un petit peu nerveux, mais il faut essayer d'utiliser les rares armes que l'on a au maximum. Parce que c'est vrai que 5 secondes, ce n'est rien et pourtant c'est beaucoup. Hein. Reprendre 5 secondes à un homme comme Vinokourov, c'est souvent dans l'histoire de Paris-Nice que la course s'est jouée à quelques secondes. Oui. C'est pour ça que chaque seconde, depuis le prologue, disputé
dimanche dernier à Issy-les-Moulineaux est remporté par le si prometteur Laszlo Bodrogi. C'est pour ça que chaque seconde compte. Vous voyez, Vinokourov très bien placé. Moindre seconde, c'est bien d'en parler, Jean, parce qu'il me semble que Vinokourov a une seconde. Exactement. Hier, Laurent Jalabert s'était glissé dans un sprint intermédiaire. Et bien aujourd'hui, c'est Vinokourov. Il y avait 2 sprints de modification intermédiaire. Un aux Esclapières au kilomètre 22, le deuxième à Tourette-sur-Loup au 67e kilomètre 500. Dans le premier sprint intermédiaire, Rousse devant Azevedo et Vinokourov qui prend une seconde, ce qui fait qu'il porte son avance à 6 secondes. Cela ne figure pas encore sur les classements généraux, bien évidemment, ça sera officialisé au terme de l'étape. Et à Tourette-sur-Loup, c'est Régnier, 3 secondes devant Matane et Axel Merckx. Voici Laurent, il porte le maillot vert. On se souvient que c'est un des premiers maillots distinctifs qu'il est porté sur le Tour de France. Il y a une chose qui me fait un petit peu peur quand même. Il y a beaucoup de Cofidis devant. Une chose qui me fait un petit peu peur pour Laurent, c'est qu'on ne voit pas beaucoup de Tiscali autour de lui. Il est peut-être un peu esselé, c'est vrai. Un peu esselé, et si on veut harceler l'adversaire, eh bien on a besoin d'avoir des équipiers qui sont capables soit de lancer des coups, soit d'essayer de mettre l'équipe Télécom en difficulté. Alors là, malheureusement pour Laurent, pour l'instant, il ne bénéficie pas d'une équipe qui est au niveau qu'elle est à certains moments dans la saison, parce que l'équipe Tiscali, c'est comme une équipe forte. Bien sûr. Mais ici, il se trouve que, apparemment tout au moins, peut-être que aussi c'est une tactique voulue. On laisse d'une certaine façon prendre confiance à l'équipe Télécom et à Vinokourov pour qu'ils prennent bien la course en main. Et puis sur la fin, eh bien, il y a d'autres coureurs de Tiscali. On verra si c'est un jeu de bluff ou si c'est simplement qu'ils peuvent pas venir. On a vu Charrière, on a vu Echevarria. C'est un beau visage. Stio, croate. Oui. Sur Dave Broyland, c'est un des hommes sur lesquels on travaille beaucoup déjà. 144 sur le deuxième tour de l'Ovar derrière Laurent Jalabert en début de saison. On voit 2-11 pour le peloton sur le groupe de tête. Alors, nous allons tout à l'heure suivre bien sûr l'ascension de ce col d'Aise, 10 km 200, moyenne de dénivellation 4,9%. Alors s'il y a un homme qui connaît bien la montée du col d'Aise et qui peut bien nous la décrire, rappelons qu'il a remporté 3 fois Paris-Nice, 95, 96, 97, c'est bien sûr Laurent Jalabert. Alors écoutons bien la description de Laurent Jalabert. C'est parti. C'est une montée qui est assez roulante. La partie du bas, les 2-3 premiers kilomètres, si nos souvenirs sont bons, sont plus pentus que le reste. Donc il y a du pourcentage, il y a 7%. Ensuite, on arrive sur une partie qui est là, une partie qu'on peut monter en plateau sur 1,5 km. Donc c'est vraiment plus difficile à 3 km arrivée, je pense. Il doit durer 100 mètres et après c'est un petit peu moins dur. Mais jusqu'au dernier kilomètre, c'est une zone qui était assez exposée au vent. Habituellement, il souffle de côté, et donc on peut imaginer qu'en fin d'étape, la fatigue dans les organismes de chacun, ça peut même bordurer sur le bout du col. Ah, c'est très judicieux comme remarque, très judicieux de la part de Laurent Jalabert. Les pièges que représentera dans quelques instants ce fameux col d'Aise. Alors il faut préciser, Bernard, vous aussi bien sûr vous l'avez monté ce col d'Aise, vous la connaissez bien l'ascension, il faut préciser que le plus dur ce sont les 3 premiers kilomètres et que les 3 premiers kilomètres dans la bagarre, Jalabert et Vinokourov vont être déterminants. Ouais, ça va être déterminant. Bon, si le peloton est arrivé vraiment compact au pied, on aura dit aussi ce qui va être déterminant, c'est d'essayer de virer dans les 7 ou 8 premiers. Là, pour le moment, on a l'impression que le peloton a quand même perdu beaucoup d'éléments. Ça ne va pas freiner trop fort avant de rentrer sur les premiers mètres de la montée. C'est une montée qui est assez. De soucis de ce côté-là. Par contre, c'est vrai que Jussi, ce sont des kilomètres qui sont très pentus et c'est aussi le vent sur le bien beau, c'est un truc qui est devant, il y a toujours du vent. Surtout, contre la montre, et ça, contre la montre, on le sent très bien. Il n'y a pas d'abri possible. Bien sûr, avec vous voyez le maillot Schnex une formation en tête, on pourrait peut-être un regroupement. Voici les hommes de tête, hein, avec Mioljevic, Broyland, Charrière. Et derrière, on sait qu'il y a le groupe de Richard Virand,
secondes des hommes de tête, alors que le peloton est en 2 minutes. Donc, on peut parfaitement assister, juste avant d'arriver au col d'Est, à un regroupement les coureurs, vous voyez, se relaient régulièrement. Le ciel n'est pas bleu, par contre, il est noir. Les conditions météo sont mauvaises pour cette dernière étape, dont le départ a été donné effectivement sur la course Patrice. C'était très bien passé depuis Stupino. L'arrivée celle qui pouvait faire est optimiste pour les coureurs fatigués. C'est pour les rassurer. C'est pour les rester un petit peu. Oui, je pense qu'il reste Une de mètres supplémentaires. de distance. Mais, vous voyez, c'est les télécoms. Hein, on s'interrogeait, on se demandait avec un carrière devant la droite de peloton. Guérini, Une petite information. Une quarantaine de coureurs qui est tenté par Darko Chiodi. Effectivement, nous sommes avec Alexandre Vinocourant. Le Rouge-Jalabert, pour l'instant, n'est pas dans la roue de Vinocourant. Attention, maintenant, nous avons retrouvé
pour desservir l'entraîneur. Ce nouveau maillot distinctif de leader et en remarquable vite.
et d'essayer de réduire, bien sûr, les écarts. Alors, au classement général, on a bien sûr parlé par les 5 secondes qui séparaient le courant de la mer. Il faut rappeler que Didier Roux était à 49 secondes, ça sera à 5 secondes. 5 secondes. Qui est à 5. Ensuite, tous les concurrents étaient à au moment où Robinson franchirait la ligne, il ne pouvait pas, bien sûr, s'arrêter de penser à son camarade Piotr Fredkin, de nationalité polonaise, qui est lui sur Tirreno Adriatico et qui jeudi après-midi a été victime dans le sprint de l'arrivée d'une chute terrible avec fracture à traumatisme cardiaque. Il a été opéré par la sororité de la de Naples et cette sororité qui a considéré très compliquée l'opération a dit qu'il faut attendre pendant lequel la ligue artificielle s'active alors il y a Axel Merckx et aujourd'hui c'est un peu devant aujourd'hui pour un bail de ne peut pas s'empêcher de penser à Piotr Fredkin qui en professionnel a donc de cette terrible chute jeudi après-midi près de Naples dans la première étape de Tirreno Adriatico. Thierry, oui, les écarts entre le maillot jaune et le noir et le groupe Laurent Jalabert, Didier Roux 45 secondes dans la course brillante. Juste derrière lui, il y a le petit Evans. Ensuite, Dario Frigo qui fait une remontée extraordinaire, suivi à quelques mètres par Zoulet et Oza. À noter qu'entre Vinokourov et Sandy Kazar, il n'y a que 7 secondes d'écart. Et la semaine a été très mauvaise pour le cyclisme, puisqu'on a pris ce matin l'accident hier de Yann Kirsipur à l'entraînement à Chambéry, victime d'un accident de la route, un accrochage avec une voiture. Il souffre d'une rupture partielle du tendon rotulien. Et Vincent Lavenu, son directeur sportif, nous disait que Yann Kirsipur sera absent des routes pendant au moins un mois et demi. oui, effectivement, Thierry, lourd tribut payé par les cours professionnels cette semaine avec une chute de Vanetti et donc cet accident de Yann Kirsipur. Nous voici revenus avec le maillot jaune de Paris-Nice, Alexandre Vinokourov, dans la roue du très prometteur italien Ivan Basso, qui était désigné par Ferretti comme leader de la Fassa Bortolo au départ de ce Paris-Nice. Et l'on peut dire que Basso, qui a raté son prologue à Issy l'autre jour, eh bien justifie aujourd'hui cette position de leader de l'équipe Fassa Bortolo dans l'ascension du Col d'Èze. Dave Bruylands, c'est dur, c'est dur. Vous voyez qu'il est grand, mais il est très longiligne, Dave Bruylands. Il mesure 1m78 et il pèse 61 kg. Il est très longiligne. La buse retournée, c'est toujours mauvais signe lorsqu'on se retourne, c'est parce qu'on sent qu'on est plus guère efficace, c'est regarder l'adversaire de revenir, et notamment ce sera donc d'arriver. C'est Cadel Evans, on dirait. Il me semble que c'est Frigo. C'est Frigo. Il y a Frigo et derrière il y a Cadel Evans. Ah, il me semble bien que Frigo, bien sûr, avec ses cheveux blancs décolorés. Et juste derrière, vous allez voir Cadel Evans, ancien champion de VTT, qui a intégré l'équipe la veille et qui est extrêmement prometteur sur la route. Le voilà. Le voilà. Qui va revenir sur Frigo, lequel Frigo va pratiquement revenir sur Bruylands en même temps. Alors, est-ce que Frigo va essayer de rester un moment dans la roue de Bruylands pour récupérer, ou si au contraire, il va essayer de passer immédiatement? Et je pense qu'il faudrait mieux qu'il passe immédiatement, sinon il va s'exposer au retour de Cadel Evans. Dario Frigo, qui vient de purger 9 mois de suspension. Il effectue sa rentrée en compétition officielle à l'occasion de ce Paris-Nice et certains immédiatement étonnés de l'aisance manifestée dès une course de rentrée et sur un parcours sinueux. Cadel Evans a fait ce que vous pensiez, Bernard, dès qu'il a effectué la jonction. Dario Frigo, il est attaqué tout de suite. Oui, bien sûr, dès qu'il a effectué la jonction à il est parti tout de suite. Le voici, Dario Frigo. Il cherche un peu l'air quand même, hein. La bouche ouverte. Alors qu'à l'arrière, toujours cet effort phénoménal de Ivan Basso.
Thierry. Alors peut-être qu'il va... Thierry. Oui, Jean-René, extraordinaire montée de Sandy Cazard, le petit leader de la Française des Jeux, le Français qui est en train de revenir sur le groupe maillot jaune d'Alexandre Vinokourov. Sandy Cazard qui réalise un coup remarquable dans cette ascension, alors que le groupe Rousse, Jalabert, refait un peu de son retard sur Alexandre Vinokourov, mais à 3 km de l'arrivée, c'est mission impossible. Rousse et Jalabert qui sont en train de rejoindre dans la brume maintenant Richard Virenque qui a été décroché, alors que Sandy Cazard rentre dans le groupe quasiment à 5 mètres près. Dans le groupe Alexandre Vinokourov, il est peut-être en train de se positionner tout près du podium. Hein. Oui, oui, c'est effectivement le voici, la révélation française de la semaine. Sandy Cazard, 23 ans, originaire de la région parisienne. Il porte le maillot bleu du meilleur jeune sur ce Paris-Nice. À Paris, il y a une semaine, Marc Madiot, le directeur sportif de la Française des Jeux, a dit « Je fais de Sandy Cazard, 23 ans, le leader de mon équipe sur ce Paris-Nice ». Eh bien, Marc Madiot, qui depuis plusieurs années travaille avec de nombreux jeunes, ne s'est pas trompé. Et vous voyez que Sandy Cazard, au fil des jours, a pris les moyens physiques. Il les avait. Il fallait simplement qu'il ait confiance en ses moyens. Ah oui. Eh bien, Sandy Cazard est en train, on peut le dire, d'exploser littéralement. Et vous le voyez ici, se battre, s'accrocher avec ce maillot bleu sur les épaules. Et dans la perspective, juste devant lui, 10-15 mètres devant lui, le maillot jaune Alexandre Vinokourov. Ça, c'est une confirmation aujourd'hui de Cazard. Et il lui reste environ 1 kilomètre à tenir. Après, ce sera moins difficile. Mais là, il a fait un gros effort pour revenir. Il faut être très courageux pour rester dans les roues. Mais il sait que s'il réussit à rester dans les roues, il peut décrocher la place de premier français de ce Paris-Nice. Alors qu'à l'avant, Dario Frigo, toujours en tête. Il connaît bien le terrain l'année dernière. Il fait une excellente prestation dans le contre-la-montre. Et là, il a fait une bonne partie seul. Il a fait pratiquement son contre-la-montre à lui aussi. Vous avez vu qu'il va sur la gauche de la route parce que le bitume est un peu plus lisse. Il a essayé d'en profiter au maximum. Frigo. 28 ans. Sur une partie qui est beaucoup plus roulante, beaucoup plus facile. Vous avez vu qu'il y avait même en légère descente. Un peu de brouillard qui était tombé, mais cela ne nous empêche pas de voir la flamme rouge indiquant le dernier kilomètre. Dario Frigo, né à Saronno au mois de septembre 1973. Il court bien, Sandy Cazard. Vous voyez, il est passé tout à l'heure. Il est revenu dans les roues. Il a tout de suite repassé 2 ou 3 coureurs pour essayer de revenir dans les 5 ou 6 premiers des poursuivants, de ce peloton de poursuivants. Vinokourov court aussi très bien. Et oui, il sait que c'est pratiquement fini. Lui, il connaît l'ascension. Ah oui. Lui aussi connaît l'ascension. Donc ici, qu'il lui reste environ 500 mètres de gros efforts à faire. Et il remportera ce Paris-Nice. Il se met à l'abri d'un éventuel problème pour demain. Voici le dernier kilomètre, à la fois pour l'homme de tête Dario Frigo, qui va remporter probablement dans quelques instants sa 9e victoire professionnelle. C'est lui qui l'an dernier avait gagné Paris-Nice en remportant le contre-la-montre du Col d'Èze. Donc cette ascension, il la connaît bien. Il a aussi gagné le Tour de Romandie l'année dernière, mais malheureusement toutes ses performances ont été entachées par les perquisitions effectuées sur le Tour d'Italie et puis bien sûr sa suspension de 9 fois. Il a purgé, il revient et il gagne aujourd'hui. Victoire d'étape pour Dario Frigo. Le deuxième va être une révélation, on peut le dire, et la confirmation d'un potentiel dont nous parlait beaucoup Serge Parsani, le directeur sportif de la Mapei, le potentiel de Cadel Evans. Deuxième à 15 secondes. Le troisième, le voici, il s'agit de Igor Perez et nous allons bien sûr attendre maintenant les arrivées respectives. Cuesta devant Broylands. Qui s'est bien accroché. Le sprint du peloton. Et Alexandre Vinokourov à l'instant, à 44 secondes. Alexandre Vinokourov à 4 secondes. À 44 secondes. Dans le groupe d'Alexandre Vinokourov, il y avait donc Sandy Cazard,
qui a réalisé une très belle ascension du Col d'Èze. Et nous allons attendre bien évidemment maintenant l'arrivée. Voilà, Jean-Maurice Hogg nous remontre l'arrivée de Dario Frigo. Sandy Cazard qui n'était qu'à 5 secondes de la 3e place de Didier Rousse. Oui. Il faut... On peut imaginer que... Attendez, il y a une 19. Sandy Cazard risque de faire un bond. Jens Voigt il est à 49 secondes de Laurent Jalabert. Oui, le voici, Laurent Jalabert, dans la partie finale. Voici Didier Rousse qui arrive avec Laurent Jalabert. Et ils arrivent à une 38. Une 38. Didier Rousse, Laurent Jalabert sont arrivés ensemble. 1 minute 38 du vainqueur de l'étape, Dario Frigo. Et Vino était passé à Kourov à 44 secondes, c'est-à-dire 36 secondes plus 6, ça fait 42. Hein. C'est ça, Bernard. Ça fait 52 secondes. Et il fallait qu'il en prenne 59. Plus 10, 50, oui, exactement. Donc... Laurent Jalabert apparemment conserve la seconde place. Apparemment, il la conserve, la seconde place. Viron qui vient d'en terminer avec Botcharov à 2 minutes 20. Charles Viron. Non, pardon, Journée. Cazard était à 49 secondes derrière Laurent Jalabert et apparemment Laurent Jalabert termine 52 secondes derrière Cazard. Oui, donc Sandy Cazard devrait... Sandy Cazard, il faudra voir le temps exact que ça se joue à quelques secondes. Il y avait des bonifications pour les 3 premiers, mais ça ne concerne pas... Le temps exact qu'ont pris les chronomètres Sandy Cazard. Il y avait des bonifications 3 premiers, à 10 secondes, 6 secondes, 4 secondes. Mais on peut imaginer que Sandy Cazard passe peut-être pour quelques secondes devant. On va attendre confirmation, bien sûr, du chronométrage officiel. Logiquement, Sandy Cazard devrait se retrouver 2e du classement général. Oui. Et en 3e position, derrière lui, il y aurait donc Laurent Jalabert. Et en 4e position, Didier Rousse. Ça devrait être normalement le nouveau classement général. On est d'accord? Oui, c'est ça. Ouais, attention à... Je me souviens plus si qui Villeneuve était dans le groupe. On revoit l'image de Dario Frigo, l'Italien. Il pleure, on ne sait pas si c'est de joie ou d'émotion. C'est parce qu'il revit les difficiles moments qu'il a traversés au cours des derniers mois de l'année dernière et même au début de cette saison. Oui. Vous voyez que le brouillard menace. Le brouillard menace, mais il n'est pas tombé. Alors, nous allons tout de suite nous retrouver dans le site d'arrivée. Nous allons rejoindre Thierry Adam. Il est avec le vainqueur de l'étape, l'Italien Dario Frigo. Oui, alors on va parler doucement en français avec Dario, puis Angus va traduire votre italien. Dario, pour vous, aujourd'hui, c'était vraiment le rendez-vous sur Paris-Nice. Vous aviez préparé cette étape. Sì, ci tenevo a far bene in classifica, purtroppo sono rimasto tagliato un po' fuori dai ventagli nella tappa che arrivava al Monfaron. Avevo visto che comunque avevo una buona condizione, è chiaro non mi aspettavo di fare così bene oggi. Ho cercato fin dall'inizio della salita di fare come l'anno scorso e posso dire di esserci riuscito. Donc il dit qu'effectivement c'était son rendez-vous. Aujourd'hui il a déjà essayé de faire bien dans l'étape du Faron, mais il s'est fait surprendre dans les bordures par les Jalabert et les autres équipes françaises. Et puis il est monté comme dans le Faron assez bien et puis il savait qu'il était en condition. Aujourd'hui il a essayé, encore une fois il a senti qu'il était en très bonne condition et il a fait ce qu'il devait faire. Alors Dario, comment vous expliquez, vous vous êtes arrêté contraint et forcé 9 mois, comment vous expliquez dès votre première course que vous soyez aussi fort et aussi bien? Mi sono allenato tantissimo, è chiaro che quello che ho passato quest'anno, l'anno scorso mi ha dato tanta forza, soprattutto di volontà. Sapevo che l'anno scorso alla Parigi-Nizza c'era arrivato solamente con 5 corse, per cui ho cercato più che altro in allenamento di trovare le sensazioni migliori e di arrivare alla Parigi-Nizza con la massima volontà per fare bene. Donc il dit qu'il s'est entraîné effectivement ces 9 mois sans course au banc un peu du peloton
Ça lui a beaucoup manqué de courir, de travailler avec les autres, de participer aux compétitions, mais il s'entraînait énormément, énormément. Et il a pris son rendez-vous comme quelque chose d'extraordinaire. Il s'entraîne presque comme en compétition. Il a organisé un entraînement presque comme c'était des vraies compétitions, des vraies étapes, de vraies courses, pour justement arriver à Paris-Nice dans l'état d'un coureur qui avait déjà fait de la compétition. Merci beaucoup, merci et bravo à Dario. Voilà, merci Thierry. Le visage de Dario Frigo. Et le voici dans le final. Dario Frigo. Alors Bernard, question. 9 mois d'arrêt, c'est énorme. Oui, c'est. Comment fait-il pour être à un tel niveau comme ça? Il a expliqué qu'il a fait énormément d'entraînement. Oui, mais j'ai envie d'avoir votre avis. Oui, c'est possible. C'est vrai que c'est assez surprenant. On peut dire qu'avant, aussi le classement provisoire. Classement provisoire, donc Frigo, 15 secondes, Cadel Evans. Ou retenons bien ce nom, Cadel Evans, ancien champion de VTT. Sanchez, Elmi, Cuesta, Rollins, Rodriguez, Garmendia, Kazar, 8e à 42 secondes. C'est bien ça, Ivan Basso derrière et Kvilev, autre Kazakh. Il y a 2 Kazakhs. Il y a Vinokourov et Kvilev qui est 4e du Tour de France l'année dernière, qui est le leader bien sûr dans les courses par étapes de la formation Cofidis. Voici donc le classement provisoire de cette étape, de cette arrivée, qui marque bien sûr, vous voyez que Vinokourov n'apparaît pas dans les 10 premiers, mais Vinokourov, on peut le dire, a creusé un écart définitif, sauf accident, sauf pépin, demain lors de la dernière étape, que nous vivrons en direct sur France 3 demain après-midi. C'est le grand retour du cyclisme de haut niveau professionnel sur France Télévisions, France 2 aujourd'hui et France 3 demain, alors que l'on revoit cette image au moment où Laurent Jalabert, à un moment, s'est interrogé, est-ce que c'est un problème de changement de vitesse, qui est presque un saut de chaîne. Malheureusement, il y a eu aussi, à ce moment-là précis, il y a eu pour Laurent Jalabert le début de la défaillance. Alors là, il est lucide, Laurent, car il se retourne, il regarde qui est derrière lui, desserre ses cale-pieds, il est lucide dans la difficulté. On a l'impression qu'il il se recale derrière Sorensen. De chaussures. Il a voulu essayer de suivre le groupe qu'il a passé, il n'y est pas parvenu. Après, il a attendu son coéquipier Sorensen et puis il s'est mis dans la route Sorensen. Après, il essaye de nouveau de prendre la route de Wolf. Nous voici sur le podium pour la victoire de l'étape. C'est une victoire prestigieuse. Alors l'année dernière, au sommet du Col d'Este, Dario Frigo avait gagné l'étape en ligne et aujourd'hui, avait gagné l'étape contre la montre et aujourd'hui, il gagne l'étape en ligne, qui est donc l'avant-dernière étape de ce Paris-Nice, la dernière étape ayant lieu demain, avec arrivée sur la prestigieuse promenade des Anglais au bord de la Méditerranée. Nous vous proposerons bien sûr demain le final de cette étape et puis demain soir nous serons pour Stade 2 aussi partiellement en direct de la promenade des Anglais avec plusieurs invités, notamment Laurent Jalabert. Donc rendez-vous Stade 2 demain vers 18h15 avec Laurent Luyat et demain après-midi sur France 3 pour le direct. Pour l'instant, qu'est-ce qui doit défiler dans la tête de ce garçon? Oula, beaucoup de choses. Oh là 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 là, beaucoup de choses. Surtout pour lui, c'est un symbole gagné ici. C'est là où on l'a découvert l'année dernière. Frigo est vraiment devenu un grand coureur à partir de sa victoire dans Paris-Nice. Et puis là, le blitz de San Remo, c'est le cas de le dire, a tout enlevé. Alors il faut reconnaître, il y a eu ce blitz de San Remo, on a saisi des produits interdits dans sa chambre, dans sa valise et tout ça. Il a reconnu. Voici le classement général provisoire. Et Laurent Jalabert en fait rétrograde, il est plus sur le podium, Laurent. Il se retrouve 4e, et il est dans le même temps, il doit être devancé au 100e en fait par Andrei Kvilev. Ils sont dans la même seconde. Donc Vinokourov, Sandy Kazar, 23 ans. Oh, j'en connais un qui doit être heureux, c'est Marc Magny. Sandy Kazar à 55 secondes. Voici Vinokourov. Rien à dire. C'était aujourd'hui la grande explication. Dans l'équipe de ce matin, Vinokourov, n'hésitez pas à dire, ce sera la guerre. Eh bien, s'il y a eu guerre sportive, eh bien, il l'a gagnée et de belle manière. Chapeau Alexandre Vinokourov, je vous rappelle pour mémoire. 1998, victoire aux 4 jours de Dunkerque. 1999, victoire dans le Dauphiné libéré. En l'an 2000, vice-champion olympique à Sydney derrière Jan Ullrich. En 2001, l'année dernière, victoire Tour d'Allemagne. Et
puis, dans les grandes épreuves aussi, coéquipier efficace de Jan Ullrich. Rien à dire véritablement sur cette position de leader du classement général d'Alexandre Vinokourov, qui est radieux. C'est un garçon extrêmement professionnel. Quand Rudy Pevnage parle de lui, il parle d'un modèle de conscience professionnelle, ce qui est un bel hommage. Oui, en plus, il ne faut pas oublier que dans les derniers kilomètres, il n'avait plus d'équipier, donc il a pris la course en main à sa charge, propre, hein, tout seul, et il n'a pas hésité des moments à mettre la main à la pâte, à rouler. Il avait eu le concours de 2 équipiers jusqu'au pied de la côte, mais après il s'est débrouillé tout seul. Et Bernard, nous allons retrouver Thierry Adam. Et Thierry, il est avec Alexandre Vinokourov, car Alexandre, avant de devenir un professionnel réputé, s'était installé à Saint-Etienne. Il a appris le français et nous allons donc retrouver Alexandre. Le voici, Alexandre, avec Thierry Adam. Oui, Alexandre a été découvert par Vincent Lavenu. Il a d'abord couru en amateur avec Saint-Etienne, puis avec l'équipe de Vincent Lavenu, à l'époque Casino. Et puis donc maintenant il est installé à Monaco. Et aujourd'hui, eh bien, il a sans doute réalisé, je dirais pas la plus belle course de sa vie, mais avec le maillot Thierry, jaune. Oui. Simplement une seconde. Restez bien à côté d'Alexandre Vinokourov, car Laurent Jalabert est sur le podium. Il reçoit le maillot vert. Hein. Le maillot vert, voilà Laurent qui doit être au fond de lui-même déçu de cette ascension. Voilà donc Laurent Jalabert, maillot vert de ce Paris-Nice. Il a fait un beau Paris-Nice, Laurent Jalabert, avec notamment bien sûr cette victoire d'étape de Saint-Etienne. Vous voyez Laurent qui est applaudi et il le mérite. Beau champion. On revient avec vous Thierry, avec Alexandre Vinokourov. Je disais à Alexandre, aujourd'hui, ce matin, au départ, lorsqu'on s'est rencontrés, vous nous disiez je connais bien ce parcours, je suis ici depuis 2 ans, je m'entraîne sur ces routes, j'ai confiance en moi et je veux garder le maillot en haut du col d'Aise. Oui, c'est vrai, j'ai été motivé pour cette étape aujourd'hui. Je faisais plusieurs fois le parcours à cette étape et je savais cette col d'Aise, c'est très dur là, surtout à la fin. Bon, l'équipe elle fait très bon travail pour moi. Je suis très heureux d'être maillot encore aujourd'hui. Je pense que si demain tout se passe bien, on va gagner cette course. Vous n'avez jamais eu peur aujourd'hui, vous n'avez jamais été en danger, vous avez fait toute la course quasiment devant le peloton. Non, on a été contrôlé la course aujourd'hui mieux que hier. L'équipe elle était un peu mieux que hier. Bon, on a laissé une échappée, mais on savait qu'à la fin ça va revenir presque même 7-4 minutes avant, c'est le vu. Mais bon, l'équipe, je fais confiance à l'équipe, l'équipe elle a fait confiance à moi et voilà, on a gardé les maillots, je suis très content. Alors c'est la première fois que vous portez non pas un maillot de leader, parce que vous avez gagné les 4 jours de Dunkerque, vous avez été leader au Dauphiné Libéré, mais c'est la première fois que vous portez un maillot jaune et blanc aujourd'hui de la Société du Tour de France. Et je sais que pour vous, la première fois que vous l'avez mis en haut du Mont Faron, c'est quelque chose de très important dans votre carrière. Oui, c'est vrai, ce maillot-là, porté par Crédit Lyonnais, c'est comme je trouvais quand j'ai eu déjà ce parcours à Paris-Nice, je trouvais c'est très dur par rapport aux autres années. Et bon, on a fait comme ça rigolo que c'était petit Tour de France, parce que le parcours c'était vraiment dur là. Mais bon, c'est quelque chose d'important pour moi parce que je fais déjà plusieurs années que je rêvais gagner cette course-là à partir de 99 là. Et bon, je suis content que je suis un maillot jaune aujourd'hui. Voilà, bon message pour Jan Ullrich, votre leader. Des nouvelles de Jan, puisqu'on sait qu'il a eu des petits ennuis lors des stages. Vous avez des nouvelles? Oui, on s'appelle avec Jan, ça va, il est à la maison, il a eu quelques problèmes avec son genou, mais je pense que maintenant il a pris quelques repos, maintenant il a commencé à rouler bien. Et bon, je pense qu'il est très content pour moi, parce qu'il a félicité moi jeudi déjà. Il m'a dit bonne chance, sinon il savait qu'on va gagner cette course. Et voilà. Il va vous appeler ce soir pour vous dire bravo. Puis la prochaine fois vous voyez, vous prendrez ce qu'on appelle en France une petite coupe de champagne, mais juste une petite. Hein. Alors Thierry, sur le podium, voilà la révélation. Cyclisme français, réveille-toi, disaient les gens sur Paris-Nice depuis le début de la semaine. Eh bien, le cyclisme français s'est réveillé. Didier Rousse, Laurent Jalabert et la révélation de la semaine. Ce n'est pas une surprise pour les gens du milieu. Hein. C'est un garçon que Marc Madiot, je le répète, a fait sagement progresser
progresser, il lui a permis de s'aguerrir, d'apprendre au contact des professionnels. Et regardez, 23 ans et un Parisien comme Laurent Fignon, il est originaire de la région parisienne. Sandy Cazard, avec ce maillot bleu qui symbolise, et c'est vraiment bien porté, qui symbolise le meilleur espoir de la semaine, le meilleur espoir de Paris-Nice. Voilà Sandy Cazard, on l'a vu il y a un instant avec ces images données par Jean-Maurice Hogg. On a vu Sandy Cazard il y a un instant. Ah, la belle image! Ah, voilà une belle image. Je disais il y a un instant, cyclisme français, réveille-toi. Eh bien voilà le réveil du cyclisme français sur Paris-Nice. Laurent Jalabert, la victoire de l'étape de Saint-Etienne, et Sandy Cazard, le meilleur jeune. Et avec eux, il y a maintenant Thierry Adam. À vous Thierry. Allez, je sais Laurent qu'un jour vous pensez à faire un petit peu de télévision peut-être. Quelle question vous avez envie de poser à Sandy? Bon, ça c'est vraiment improvisé. Hein. Non, mais je crois que voilà, la relève est là. Donc je vais lui demander s'il avait trouvé cette étape vraiment difficile. Parce que personnellement, j'en ai vraiment bavé aujourd'hui. Donc voilà, ma question c'est celle-là. Est-ce qu'il a bien géré sa dernière montée? Est-ce qu'il est satisfait de son Paris-Nice? Oui, j'ai trouvé vraiment l'étape difficile. Déjà la première côte, j'avais très mal aux jambes. Et après, c'était toujours grâce aux coéquipiers qui m'ont remonté dans tous les cols. J'ai essayé surtout le dernier, à monter à mon train sans trop forcer. Après, pour arriver jusqu'au pied du col d'Aise, ça a été très rapide. Et j'ai mon collègue Jean-Cyril Robin qui voulait toujours que je me mette devant, mais je lui disais non, ça va trop vite. Je vais essayer de monter à mon train et on verra. Et c'est ce que j'ai fait. Et je pense que j'ai fait vraiment les 5 derniers kilomètres au courage. Deuxième de Paris-Nice ce soir. Est-ce qu'à un seul moment, vous y avez même pensé? Non, parce que ce matin, j'étais un peu fatigué, j'avais mal aux jambes. Et tout ce que j'espérais, c'est d'essayer déjà de garder ma 4e place, qui me faisait déjà très plaisir. Mais deuxième, je pense que c'est inespéré. Alors on dit qu'avec Marc Madiot, vous êtes un élève attentif, vous écoutez tout ce qu'il vous dit dans l'oreillette. Oui, sur cette semaine, parce que habituellement, non, j'écoute pas trop. J'étais plutôt à aller toujours à l'avant, parce que essayer de toujours partir en échappée. Et je pense que cette semaine, j'ai beaucoup appris grâce aux anciens de l'équipe et j'en suis très content. Alors maintenant, vous avez pris une nouvelle dimension dans cette équipe de la Française des Jeux. Quel va être votre programme, vos ambitions à l'avenir, et puis est-ce que vous allez faire votre Tour de France? J'en ai pas encore parlé avec Marc et je ne sais pas du tout parce qu'on n'en parle pas pour l'instant. On est concentré sur Paris-Nice et on verra après. Et le Tour fait partie des projets cette année? J'espère, oui. Merci à Sandy, bravo, on se retrouve demain. Un mot quand même avec Laurent. Laurent, forcément déçu, mais bon, vous savez accepter la défaite quand vous êtes battu par plus fort que vous, c'est toujours ce que vous dites. Ouais, bon, je crois que le bilan est bon, quoi. Il ne faut pas non plus être énormément déçu. C'est vrai que j'étais en bonne position, vraiment pour gagner la course, mais bon, j'avais pas les jambes, c'est tout. Donc, dans ces conditions, il n'y a pas à avoir de regrets, quoi. La course était suffisamment difficile pour faire la différence. J'avais pas les moyens de le faire. Donc, c'est clair que c'est décevant parce que c'est une belle opportunité, mais je suis pas encore à mon meilleur niveau. Et donc, je dois me contenter d'une place d'honneur. Donc c'est vrai que c'est pas satisfaisant pour moi parce que j'ai toujours envie d'essayer de gagner. Mais bon, au départ, si on m'avait dit tu feras dans les 5 premiers, j'aurais été quand même relativement satisfait parce que je sentais le début du Paris-Nice que j'avais pas de super jambes. Donc finalement le bilan est bon, quoi. Une victoire d'étape et une belle place au général, c'est pas si mal que ça. Alors si on se projette un peu dans l'avenir, le premier grand rendez-vous, et il vous convient, il peut vous convenir, c'est Milan-San Remo? Non, je crois que je suis un peu juste quand même en ce moment. Je marche bien, mais je suis un petit peu juste. Milan-San Remo, je connais bien la course et pour faire la différence, pour un coureur comme moi, pour faire la différence sur le Poggio, il faut être au top, quoi. Et c'est pas le cas. Donc, bon, j'irai motivé évidemment, mais bon, il n'y a pas de miracle, quoi. C'est des courses qui sont tellement prisées qu'il n'y a pas de place pour le hasard. Et il faut vraiment être plus fort. Alors je sais que vous avez envie de faire Paris-Roubaix. Est-ce que vous en avez parlé avec Björn Uris? Oui, mais il n'est toujours pas d'accord. Alors quels sont les grands rendez-vous, disons le programme que vous êtes fixé en vous disant là je serai bien, est-ce que vous savez où vous serez bien? Bon, j'espérais être bien à partir de Paris-Nice jusqu'à Liège, donc il reste un mois. Et dans cette période d'un mois, là, j'espère avoir de bons résultats.
Donc ça a commencé un petit peu ici, et bon, pourvu que ça continue, que je progresse encore un petit peu. Après, je crois que le gros morceau de la saison, c'est le Tour. Et donc je dois quand même garder un petit peu de force aussi pour le Tour. Voilà, eh bien la poignée de main entre un nouveau jeune et un ancien jeune. En tout cas, entre deux coureurs français qui ont réussi un sacré Paris-Nice cette journée. Merci, merci Thierry, merci. C'était effectivement très symbolique de voir cette image, symbole en fait de deux générations avec Laurent Jalabert et Sandy Cazard. On a vécu véritablement une magnifique ascension du Col d'Èze et l'on a eu bien évidemment dans cette ascension également la confirmation de Alexandre Vinokourov qui était en danger, qui avait déclaré ce sera la guerre. Eh bien la guerre, répétons-le, la guerre sportive, Alexandre Vinokourov l'a gagnée. Alors dans ce Paris-Nice depuis dimanche dernier, il y a eu une succession de beaux moments, de grands moments, et pour tous ceux qui aiment le cyclisme et qui jeudi après-midi étaient au travail, cela se comprend, eh bien nous allons vous offrir un petit plaisir, un petit bijou en matière de tactique cycliste. Il s'agit bien évidemment du final de l'étape de Saint-Étienne avec cette attaque de Laurent Jalabert dans la descente de la Croix de Chaubouret. Auparavant, nous revoyons, merci Jean-Maurice Hogg, le classement général provisoire ici au-dessus de Nice au sommet du Col d'Èze avec donc Vinokourov 55 secondes. On peut considérer que sauf accident, il va remporter demain Paris-Nice. Sandy Cazard, la jeunesse, 55 secondes. Dans la même seconde, Andrei Kivilev et Laurent Jalabert, mais au centième, Laurent Jalabert est devancé pour la troisième place. Et vous voyez ensuite Garmendia, Jens Voigt, l'Allemand 6e, Didier Rousse, le champion de France 7e, Dario Frigo qui est 8e, Mario Hartz, le Belge qui était 6e l'an dernier de Paris-Nice et qui est 9e, et puis cet Australien, Cadel Evans, habitué jusqu'à présent des circuits de VTT et qui a prouvé aujourd'hui dans l'ascension du Col d'Èze que l'on pouvait être un grand champion de VTT et devenir un grand routier. Tout de suite, mesdames et messieurs, pour votre plaisir, pour notre plaisir, le plaisir des yeux, nous